Qu'en penseriez-vous si, juste au large des côtes de l'Oregon, un groupe de baleines à bosse formait une escorte parfaite autour de quelque chose de blanc et lumineux, et le portait droit vers le rivage? Un mythe? Une coïncidence? Ou un miracle en marche? Cela commença un matin, semblable à d'innombrables autres, à un village de pêcheurs niché entre des falaises escarpées et le Pacifique agité. Le soleil commençait à peine à percer la brume dérivant de l'océan, et les quais résonnaient du cliquetis familier des cordages, du bruit sourd des bottes sur les planches mouillées, et du vrombissement lointain des moteurs diesel en phase de chauffe. De sa place au bout de la jetée, Walter Brigg, un pêcheur dont la peau avait bravé 50 ans de sel et de vent, s'appuyait sur la balustrade et plissait les yeux vers l'horizon. Il avait vu toutes sortes d'humeurs océaniques. Le calme miroitant avant une tempête, le clapotis sauvage des bourrasques hivernales, les longues houles roulantes de l'été. Mais ce matin-là, le Pacifique était d'un calme presque troublant. Les vagues montaient et descendaient par respiration lente et mesurée, comme si la mer elle-même attendait. Quelques cales plus loin, Martha Ramirez, propriétaire de la plus ancienne poissonnerie du village, était en train de charger la pêche fraîche du jour dans des glacières quand elle les entendit, les cris aigus et agités des mouettes. Non pas le bavardage habituel dispersé au-dessus de la marina, mais un vol circulaire concentré loin au-delà des brisants. Étrange, murmura-t-elle à voix basse. Les mouettes se rassemblaient rarement ainsi, à moins qu'il n'y ait une frénésie de poissons, ou quelque chose de tout à fait autre. Sur l'eau, Jacques Colloulton, l'un des plus jeunes capitaines de dirigeait son petit chalutier vers la zone de largage pour ses filets du matin. Ses mains, rudes et calleuses, se déplaçaient par instinct, laissant le filet lesté glisser par la poupe. Mais à mi-chemin, il se figea. Une ombre, vaste et mouvante, passa sous le bateau. Puis une autre, et une autre. En quelques instants, la surface devant lui éclata en dos sombre et brillant, s'arquant gracieusement au-dessus de la ligne de flottaison. Des baleines, murmura-t-il, mais le mot ne convenait pas, les baleines à bosse n'étaient pas rares ici, mais jamais aussi près, jamais aussi organisées. Ce n'étaient pas des animaux dispersés se nourrissant, elles étaient alignées. Au moment où la nouvelle atteignit les quais, portée par les radios, criée d'une cale à l'autre, les gens abandonnaient déjà leur routine matinale. Les pêcheurs coupèrent leurs moteurs et laissèrent leurs bateaux dériver. Les dockers laissèrent des piles de caisses à moitié déplacées. Dans la rue principale, les commerçants se postèrent sur leurs pas de porte, protégeant leurs yeux du soleil. Walter saisit ses jumelles. À travers la brume vacillante, il pouvait distinguer au moins une douzaine de baleines à bosse se déplaçant en formation précise, flanquées de quelque chose de pâle au centre. « Elle le garde » marmonna-t-il, bien qu'il ne sût pas pourquoi il le croyait si vite. Sur la promenade, Madame Adler, l'institutrice à la retraite qui avait vécu toute sa vie à porta une main à sa bouche. « Je n'ai pas vu de baleine s'approcher autant depuis 82, dit-elle à personne en particulier, sa voix tremblant sous le poids du souvenir. Et jamais comme ça. Des enfants s'élançaient entre les adultes, s'efforçant d'apercevoir quelque chose entre les rambardes, leur excitation montant à chaque flash d'une queue massive ou panache de pulvérisation. Un garçon perché sur les épaules de son père désigna l'horizon. « C'est quoi la chose blanche ? » « C'est de la glace. » Martha s'approcha du bord, plissant les yeux. Au début, l'objet ressemblait à du bois flotté, blanchi par des années au soleil. Mais à mesure que le brouillard matinal s'amenuisait et que la lumière changeait, le contour s'affûta. Une silhouette, droite. Toujours sur l'eau, Jacques, toujours sur l'eau, réduisit les gaz et laissa le courant le porter le long de la formation, mais toujours à une distance respectueuse. Il compta au moins 20 baleines, leurs corps immenses glissant en rythme synchronisé, entourant la pâle silhouette comme si c'était la cargaison la plus précieuse du monde. Depuis le rivage, la forme commença à prendre des contours indubitables, la douce pente d'une tête, le tombé d'une robe, les bras étendus dans une silencieuse bénédiction. Un murmure parcourut la foule grandissante. On dirait, commença quelqu'un, mais la phrase s'interrompit comme si la prononcer à voix haute pouvait briser l'émerveillement fragile qui montait dans l'air. À côté de la maison du gardien de phare, le révérend Callahan était apparu, attiré par l'agitation. Ses yeux suivirent la formation, et quand la silhouette attrapa l'éclat du soleil matinal, il inspira lentement. « C'est impossible » murmura-t-il. Mais pour beaucoup sur ce rivage, catholiques, protestants, agnostiques ou simplement enfants de la mer, la silhouette n'avait pas besoin de confirmation. La surface blanche et lisse, le visage serein, le manteau flottant. C'était une ressemblance connue de d'innombrables sanctuaires et églises côtiers, la Vierge Marie, son regard baissé dans une grâce tranquille,
et elle s'approchait du rivage, portée par les plus puissants gardiens des profondeurs. La ville était figée, prise entre l'incrédulité et l'admiration. Des appareils photo cliquetaient, des prières étaient murmurées. Pour la première fois depuis des années, les pêcheurs de Seaview, hommes et femmes endurcis par le temps et les circonstances, oublièrent leurs prises, leurs quotas, leurs horaires. Tous les regards restaient fixés sur l'approche lente et délibérée. Loin, là où le ciel rencontrait la mer, les baleines poursuivaient leur procession majestueuse, fendant l'eau avec la discipline d'une garde d'honneur. La pâle statue, incroyablement droite dans la houle, ne vacillait jamais. Personne ne savait jusqu'où elle avait voyagé ni pourquoi elle était venue par ce chemin. Mais dans ces premiers instants, sous la lumière fraîche d'un matin du Pacifique, une chose devint claire, ceux allaient être témoins de quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Bien avant que la forme de la statue ne se dessine clairement, la ville avait déjà senti que l'océan se comportait différemment. Ce n'était pas seulement le calme. C'était la façon dont l'air semblait porter une charge silencieuse, comme le calme avant un orage. Sur la digue, Eli Carter, un pêcheur de crabes connu autant pour sa superstition que pour son habileté, ajusta sa casquette de baseball usée et murmura « Le Pacifique respire différemment aujourd'hui ». Il ne plaisantait pas. Des années passées sur l'eau lui avaient appris à lire les subtilités, le tempo des vagues, le rythme du vent. Ce matin-là, les deux étaient inhabituels. Un demi-mile plus loin sur la plage, Samantha, Sam, Torres, qui organisait les premières excursions en kayak pour les touristes de passage, poussait son kayak tandem rouge vif dans les bas-fonds quand elle remarqua les phoques. D'habitude joueurs, leurs têtes lisses apparaissaient et disparaissaient, curieuses des humains pagayants. Mais maintenant, les phoques étaient regroupés près de l'embouchure de l'anse, fixant la même direction vers le large avant de disparaître sous la surface en parfait unisson. Elle se redressa, pagaie à la main, les poils sur ses bras se hérissant. « Ils sont effrayés », murmura-t-elle. De retour en ville, la radio commença à crépiter. La chaîne locale 16, d'habitude un va-et-vient d'horaires de bateaux et de plaisanteries bon enfant, était maintenant une suite de rapports courts et concis. Groupe de baleines à bosse, peut-être une douzaine, se déplaçant en formation serrée. Cadran nord-ouest. Quelqu'un d'autre a vu ça? Pas en train de se nourrir. Je répète, pas en train de se nourrir. La voix du capitaine Jacques intervint, calme mais délibérée. Elle se dirige vers le rivage, et il y a quelque chose avec elle. Sur le porche patiné du Harbor View Diner, Martha Ramirez s'essuya les mains sur son tablier et sortit au soleil. Un groupe de retraités qui s'y retrouvaient chaque matin autour d'un café avait abandonné leurs conversations habituelles. Au lieu de cela, tous les 5 s'appuyaient sur la balustrade, plissant les yeux contre l'éclat du soleil sur l'eau. « Vous l'avez déjà vu bouger comme ça ?» demanda l'un des hommes. Walter Brigg, passant avec ses jumelles en bandoulière, secoua lentement la tête. « Pas en 50 ans. » Non. La cloche du restaurant tinta alors qu'un autre client sortait. L'officier Dan Miller, la patrouille portuaire à temps partiel de la ville. Les gardes-côtes sont aussi au courant, leur dit-il. Ils surveillent, mais personne ne trouve ça normal. Depuis son poste sur le balcon du phare, Graham Bell, le petit-fils du gardien, ajusta le télescope monté près de la balustrade. À travers l'objectif, il capta le flash rythmique des nageoires dorsales noires fendant l'eau, toutes se déplaçant comme une seule. Mais ce qui attira son regard n'était pas les baleines. C'étaient l'étrange scintillement pâle entre elles. Ce n'était pas de l'écume, et ça ne bougeait pas comme du bois flotté. Il se retira de l'oculaire et appela sa grand-mère en bas, « Nana, tu dois voir ça. » Pendant ce temps, le long de la plage, les familles sorties pour leur promenade matinale commencèrent à ralentir, désignant l'horizon. Les chiens tiraient sur leurs laisses, aboyant aux vagues comme s'ils répondaient à un appel que seuls eux pouvaient entendre. Sur le petit parking au-dessus des dunes, d'autres camions commencèrent à arriver. Les pêcheurs qui préparaient leur équipement s'appuyaient maintenant sur les ridelles, les bras croisés, scrutant l'eau. Personne ne voulait l'admettre à voix haute, mais le comportement du groupe était inquiétant. Les baleines à bosse ne se déplaçaient pas en rang aussi serré et délibéré à moins de protéger quelque chose. Et quoi qu'elles gardaient, cela se rapprochait. Près de la marina, Sam avait annulé son excursion en kayak et se tenait plutôt avec son groupe de futurs touristes au bord du quai, narrant à voix basse ce qu'elle voyait. Elle ne tourne pas autour d'un appât, expliqua-t-elle. Elle crée un corridor comme une escorte. Un murmure d'accord parcourut la petite foule, bien que personne ne puisse dire exactement ce qui était escorté. Désormais, la routine des habitants s'effilochait complètement.
la cloche de l'église, qui sonnait habituellement à midi, tinta de manière inattendue, non pour un service, mais parce que le révérend Callahan avait gravi les escaliers étroits du clocher et avait vu la procession de ses propres yeux. Le son attira plus de gens hors des magasins, des maisons et des ateliers, tous convergeant vers le front de mer. Depuis le pont de son bateau de charter, le capitaine Jacques maintenait un rythme respectueux, sur tribord du groupe. Ses passagers, une poignée de pêcheurs à la ligne qui avaient réservé un voyage de dernière minute, avaient complètement oublié leur ligne. Un homme tenait son téléphone levé, enregistrant avec un zoom tremblant, narrant pour quiconque regarderait plus tard. Je jure devant Dieu, ils encerclent quelque chose. C'est debout. Non, ce n'est pas une bouée. Plus près du rivage, Walter avait pris position sur un affleurement rocheux. Les jumelles si étroitement pressées contre ses yeux laissaient des cercles rouges sur sa peau. À travers le verre, l'objet entre les baleines scintillait sous la lumière du matin, ses lignes trop symétriques, trop intentionnelles pour être l'œuvre du hasard. Il baissa ses jumelles, la bouche sèche. Autour de lui, d'autres murmuraient des pensées similaires, bien que la plupart hésitassent à prononcer les mots. Dans une ville aussi petite, on ne parlait pas de miracle à la légère. Mais il était impossible de nier l'inquiétude, l'excitation, l'attraction qui maintenait tout le monde en place. Même les mouettes semblaient avoir adopté un schéma, tourbillonnant au-dessus du groupe comme pour refléter l'ordre en dessous. Les signes étaient partout, et ils convergeaient vers quelque chose que personne ne comprenait encore. Pour l'instant, ce n'était que l'insolite. Le calme anormal de la mer, le balai synchronisé des baleines, la façon dont le battement de cœur de toute la ville semblait s'être synchronisé avec les coulants et délibérés de ces queues géantes. Quoi qu'il se passait là-bas, cela se rapprochait, et quand cela arriverait, ce ne serait plus la même. Plus la formation s'approchait, plus les murmures le long du rivage se transformaient en halètements. Ce qui avait commencé comme une pâle tache entre les arcs des nageoires dorsales noires se détachait maintenant du scintillement des vagues, se tenant stable et verticale comme si elle était immunisée contre le balancement de l'océan. Sur son chalutier, le capitaine Jacques Colloulton ajusta son accélérateur, laissant le navire dériver avec la marée. Il leva ses jumelles et distingua les premières lignes claires, des épaules lisses et incurvées, une taille étroite, des bras étendus vers le bas dans un geste qui semblait délibéré. Ce n'était pas une épave, pas une bouée, pas du bois flotté sculpté. Son estomac se serra. Sur la falaise rocheuse au-dessus du port, Walter Briggs se tenait parmi un groupe croissant d'habitants, ses jumelles suivant l'objet. Ça ne bouge pas avec les vagues, marmonna-t-il à personne en particulier. C'est ancré dans l'eau d'une manière ou d'une autre. À côté de lui, une adolescente de l'équipe de surf du lycée tira sur le col de sa combinaison, les yeux rivés sur l'horizon. On dirait une personne, murmura-t-elle, mais pas vivante. À la marina, Martha Ramirez protégea ses yeux d'une main poudrée de farine. Une commande de clients abandonnés refroidissait sur le comptoir derrière elle. J'ai vu beaucoup de statues dans les églises, dit-elle doucement. Mais jamais une voyageant au milieu du Pacifique. Les passagers de Jacques se regroupèrent près de la balustrade, leur téléphone sorti, enregistrant. Un homme jura à voix basse. C'est une statue de la Vierge Marie, dit-il, la voix empreinte d'incrédulité. Dites-moi que je me trompe. Le mot se répandit comme des étincelles dans l'herbe sèche. Sur le rivage, les gens commencèrent à le répéter, certains avec hésitation, d'autres avec une sorte de certitude désespérée. Quelques-uns se signèrent. Depuis son poste au télescope du phare, Graham Bell pouvait maintenant distinguer des détails, le drapé d'une robe taillée en plis, l'inclinaison d'une tête, et, incroyablement, ce qui ressemblait à un léger effet de halo alors que la lumière du soleil se réfractait à travers les embruns. C'est parfait, souffla-t-il. Ni ébréché, ni cassé. Les baleines, massives et délibérées, maintenaient leur position flanquante. Deux des plus grandes nageaient si près de la figure que l'eau entre leur corps et la pierre pâle n'était qu'un passage étroit, un corridor de protection. Leur mouvement était lent et synchronisé, chaque montée et descente de leur queue propulsant la figure vers l'avant avec une grâce constante. À l'extrémité de la plage, le révérend Callahan s'était arrêté juste avant la ligne de marée. Il ne tenait ni Bible, ni notes, seulement ses yeux fixés sur le spectacle devant lui. En un autre lieu, en un autre temps, il aurait pu y voir une bizarrerie du courant et de la marée. Mais ici, maintenant, avec la moitié de la ville en témoin, il sentait quelque chose remuer dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec la logique. Regardez comment la lumière la frappe, dit une voix derrière lui. Une jeune mère tenant son enfant en bas âge désigna du doigt alors qu'un rayon de soleil perçait les nuages fragmentés,
traçant un chemin doré sur l'eau directement sur la statue. L'enfant tendit une petite main vers l'horizon, riant comme pour la saluer. De retour à bord du chalutier, Jacques réalisa qu'il avait complètement coupé son moteur. Le bateau tanguait doucement. Les seuls sons, le clapotis de l'eau contre la coque et le souffle rythmique lointain des baleines. La statue était assez proche maintenant pour qu'il puisse voir la légère trace verte d'algues enroulées lâchement autour de sa base et de minuscules bernacles accrochés comme des ornements. Pourtant, elle restait droite, incroyablement, chaque houle la soulevant sans la faire basculer. Elle devrait rouler, dit Jacques à voix haute, comme si l'océan pouvait répondre. Elle devrait flotter de côté. Un ancien plongeur de la marine nommé Bill Arkin, qui s'appuyait sur la balustrade à côté de lui, secoua lentement la tête. Une pierre de cette taille coule, et si elle ne coulait pas, elle ne flotterait pas comme ça. Pas à moins que, il s'interrompit, ne voulant pas terminer sa pensée. Sur le rivage, la foule se pressait plus près de la ligne de flottaison, attirée par le rythme hypnotique de l'approche. Les enfants qui jouaient dans le sable restaient immobiles, certains serrant la main de leurs parents, d'autres tendant le cou pour mieux voir. À travers le silence, s'éleva le cri d'une mouette solitaire au-dessus d'eux, tournoyant directement au-dessus du groupe. Le son était aigu, presque comme un héros. Walter baissa ses jumelles, son visage buriné pâle. Si je ne savais pas mieux, dit-il lentement, je jurerais que ces baleines savent exactement ce qu'elles transportent. Désormais, la formation se trouvait à quelques centaines de mètres du rivage. Le visage de la statue était visible même sans jumelles, des yeux sereins baissés, la plus légère suggestion d'un sourire. L'eau s'écoulait des extrémités de ses mains étendues en filets argentés qui captaient la lumière avant de disparaître dans la mer. Quelqu'un commença à fredonner, doucement, presque incertain. Il fallut un moment avant que d'autres ne reconnaissent un fragment d'un « Maria ». En quelques minutes, d'autres voix se joignirent jusqu'à ce que la brise porte le son sur l'eau vers le groupe en approche. Les baleines n'accélérèrent pas leur allure. Elles avançaient avec la patience d'une garde cérémonielle, chaque houle portant la statue quelques mètres plus près, la distance diminuant à mesure que la marée montait en douce coopération. Depuis un point de vue sur les dunes, Graham Bell regarda la foule en contrebas et réalisa que l'instant attirait tout le monde vers son centre, sceptiques et croyants, pêcheurs, touristes, enfants et aînés. Quoi qu'ils fussent sur le point de témoigner, c'était déjà plus grand que la question de savoir comment c'était possible. Au-delà des brisants, les grands corps des baleines luisaient au soleil, leur présence à la fois protectrice et respectueuse. Entre elles, intouchée par le chaos ou l'accident, la pâle figure de la Vierge Marie s'avançait vers le rivage en attente. L'océan semblait retenir son souffle. Le léger sifflement de la marée s'adoucit en un murmure, comme si le Pacifique lui-même s'était écarté pour laisser passer quelque chose de plus grand. Désormais, les baleines et la statue étaient assez proches pour que chaque personne sur le rivage puisse en voir les détails sans jumelles. La robe de la figure semblait onduler, bien qu'aucun vent ne la touchât. La lumière courait sur la pierre pâle comme de l'or liquide. Sur le sable, le révérend Callahan se tenait parmi les habitants, son collet scintillant faiblement au soleil. Il ne les guida pas dans la prière. Pas encore. Ses yeux restaient fixés sur la formation au large. Et il savait, aussi sûrement que le pêcheur à ses côtés connaissait le flux et le reflux des marées, qu'aucune voix ne devait briser l'instant avant qu'il ne soit prêt. À quelques pas de là, Eli Carter, le pêcheur de crabes, serrait sa casquette usée à deux mains. « Vous les avez déjà vus nager si lentement » murmura-t-il à Bill Arkin, l'ancien plongeur de la marine. Bill secoua seulement la tête, la mâchoire serrée comme s'il craignait que parler ne brise le silence. Les baleines avançaient en unisson mesuré, leur dos massif faisant surface avec la grâce d'arches de cathédrale. Deux d'entre elles, l'une avec une nageoire dorsale cicatrisée, l'autre lisse comme de l'acier poli, flanquaient la statue si étroitement que leur sillage fusionnait en un seul courant protecteur. Au-dessus, le ciel s'était ouvert en une étendue de bleu pur, les derniers lambeaux de brume matinale se dissipant. Le soleil captait les embruns des évents des baleines, les dispersant en halos dérivants qui persistaient avant de retomber dans la mer. Près de la ligne de marée, Samantha Torres, la guide de kayak, s'accroupit, sa pagaie toujours à la main. « Elle la protège » se murmura-t-elle. Son regard suivait la façon dont les plus grandes baleines inclinaient leur corps contre les houles entrantes, brisant la force de chaque vague avant qu'elle ne puisse toucher la base de la statue. Un silence parcourut la foule alors qu'une seule baleine à bosse faisait surface plus près du rivage que n'importe qui ne l'avait imaginé. Son œil massif rompait momentanément la surface, calme, sans ciller, les observant. La baleine replongea,
envoyant une basse vague rouler vers la plage comme pour offrir un signal à ceux qui attendaient. Quelque part dans la foule rassemblée, une voix commença à fredonner, « Amazing Grace ». Ce fut un son tremblant, solitaire au début, mais d'autres le reprirent, l'entremêlant au doux rythme des vagues. La mélodie était lente, révérencieuse, montant et descendant avec la houle. Même ceux qui ne connaissaient pas les paroles se laissèrent porter par le son. Sur une petite falaise surplombant la plage, Graham Bell ajusta la mise au point de son télescope, son pouls battant dans ses oreilles. À travers le verre, il pouvait voir les bernacles à la base de la statue, la façon dont les plis de la pierre capturaient les ombres comme si elles avaient été sculptées par une main qui comprenait à la fois le tissu et la divinité. Mais ce qui le frappait le plus, c'était l'expression, sereine mais intense, comme un regard qui le traversait plutôt que de le regarder. La lumière du soleil se déplaça à nouveau, cette fois en un rayon qui s'étirait des nuages directement sur la statue. L'effet fut instantané. La pierre pâle s'embrasa de luminosité, l'eau environnante scintillant comme si elle était éclairée par en dessous. Des halètements s'élevèrent de la foule. Martha Ramirez, les mains pressées sur sa bouche, sentit les larmes lui piquer les yeux. Elle n'avait aucune explication pour la douleur qu'elle ressentait dans sa poitrine, seulement qu'elle avait l'impression que quelqu'un qu'elle avait attendu toute sa vie était enfin arrivé. De retour sur son bateau, Jack Colton avait complètement coupé ses appareils électroniques. Le chalutier tanguait doucement, l'eau frappant ses flancs en un rythme doux. Elle ne se dirige pas seulement vers le rivage, murmura-t-il à ses passagers. Elle la livre. La formation commença à ralentir encore plus jusqu'à ce que la statue semble flotter sur les houles plutôt que d'être portée par elle. Les queues des baleines se déplaçaient en parfaite symétrie, une chorégraphie lente et délibérée. C'était, pour tout œil observant, non pas un accident, mais un rituel. Un petit garçon, les pieds dans l'eau jusqu'aux chevilles avec son père, désigna la base de la statue. « Papa » dit-il doucement. « Regarde, l'eau ne la fait pas basculer. » Son père s'accroupit, suivant la ligne de mire du garçon, et sentit un nœud instable se former dans sa gorge. Au-dessus, les mouettes tourbillonnaient en arclant. Leurs cris s'adoucirent comme si elles aussi avaient été entraînées dans le rythme. Puis, sans avertissement, les baleines les plus proches de la statue s'élevèrent plus haut dans l'eau, leurs corps énormes se soulevant juste assez pour envoyer une basse vague vers l'avant. La vague roula sous la statue, la poussant plus près des bas-fonds. Des halètements s'échappèrent du rivage. Le révérend Cala enleva la main, non pas en signe de commandement, mais comme pour calmer l'air lui-même. Toutes les voix s'estompèrent, ne laissant que le son de la mer et l'expiration profonde et régulière des baleines. Pendant un instant, ce fut comme si le temps lui-même se pliait, la lumière du soleil figée, la brise suspendue, la surface de l'océan maintenant la statue droite comme une offrande sacrée. Personne ne bougea. Personne n'osa. Et puis la statue dériva à nouveau vers l'avant, les baleines la suivant avec une précision inébranlable, leur présence non seulement protectrice, mais presque révérencieuse. Sur cette portion de la côte de l'Oregon, le Pacifique s'étendant comme une cathédrale sans fin, les habitants de ceux furent témoins de quelque chose qu'ils ne parviendraient jamais à expliquer. Mais aucun d'eux n'oublierait jamais ce qu'ils avaient ressenti. La marée montait maintenant, chaque houle atteignant plus loin sur le sable, dessinant des lignes d'écume qui s'enroulaient autour des pieds nus et reculaient. Les baleines avaient ralenti jusqu'à un quasi-arrêt, planant en demi-cercle juste au-delà du dernier brisant, leur corps se balançant doucement comme si elles respiraient à l'unisson avec la mer elle-même. De son poste dans les bas-fonds, le capitaine Jack Colton pouvait sentir le courant changer. « Elle la positionne », murmura-t-il, sans s'adresser à personne en particulier. C'était le même ton qu'il utilisait en approchant un quai par gros temps, mesuré, délibéré, toute l'attention concentrée sur l'approche finale. Sur le rivage, Walter Briggs s'avança jusqu'à ce que l'eau froide clapote sur ses bottes. Ses jumelles pendaient oubliées autour de son cou. Il n'en avait plus besoin. La statue était assez proche pour en voir chaque détail. La surface pâle de la pierre brillait sous une pellicule d'eau de mer, les plis sculptés de la robe captant la lumière en douce ombre. Un silence était tombé sur la foule, seulement brisé par le doux murmure du ressac. Même les mouettes avaient dérivé plus haut, leurs cris réduits à de faibles échos contre les falaises. On aurait dit que la côte elle-même s'était immobilisée, attendant les dernières étapes d'une cérémonie que personne n'avait répétée. Deux des plus grandes baleines s'abaissèrent, leur queue massive s'orientant vers le fond marin. Le mouvement envoya une houle douce mais insistante vers l'avant, soulevant la statue et la portant au-dessus de la première barre peu profonde. L'eau scintillait à chaque mouvement comme si elle était parsemée de verre. Martha Ramirez, debout près de la ligne de marée,
son tablier toujours en place, pressa les 2 mains sur sa poitrine. Elle la livre, murmura-t-elle, la voix tremblante. Un jeune homme à côté d'elle, un touriste qui avait découvert le rassemblement par accident, se retrouva à hocher la tête sans savoir pourquoi. Plus proche maintenant, la base de la statue racla légèrement le sable sous l'eau, le son étouffé, mais distinct. Un enfant au premier rang halta et chercha la main de sa mère. La mère s'agenouilla, non pour le retenir, mais pour guider son regard. « Regarde, dit-elle doucement. C'est important. » Les baleines se déplacèrent à nouveau, leurs mouvements presque chorégraphiés. Les 2 plus grandes nageaient parallèlement au rivage, créant une poche d'eau calme autour de la statue, tandis que 2 autres derrière poussaient lentement vers l'avant. Le résultat fut une glissade gracieuse, la figure dérivant comme sur des rails invisibles. Au bord du ressac, les premières mains se tendirent. Jacques et 2 jeunes pêcheurs s'avancèrent dans l'eau jusqu'à la taille, leurs vêtements s'assombrissant instantanément. Le froid mordait leur peau, mais aucun d'eux ne semblait le remarquer. Ils pataugèrent vers la forme pâle, prenant soin de ne pas éclabousser, comme si toute perturbation pouvait briser ce qui avait maintenu la statue droite si longtemps. Lorsque les doigts de Jacques rencontrèrent la pierre froide, un frisson lui parcourut le bras. Ce n'était pas le genre de frisson qui vient de l'eau glacée. C'était plus aigu, plus profond, comme se tenir trop près d'un fil sous tension. Il jeta un coup d'œil aux autres, et à leurs expressions, il le ressentait aussi. « Tenez-la fermement », cria Walter depuis le rivage, sa voix portant à travers le silence. Ensemble, les hommes calèrent la statue, laissant l'eau qui se retirait tirer doucement avant que la vague suivante ne la soulève. Ils chronométrèrent parfaitement. Sur la houle, ils guidèrent la figure vers l'avant, pas à pas, jusqu'à ce que la base rencontre un sol solide. Derrière eux, les baleines commencèrent à s'éloigner. Une par une, elles tournèrent en arc lent, leur queue s'élevant au avant de glisser sous la surface. Les 2 baleines de tête s'attardèrent un instant de plus, tournant autour de l'endroit où la statue reposait maintenant dans les hauts fonds. Puis, comme sur un signal tacite, elles tracèrent une large boucle et se dirigèrent vers le large. Depuis la plage, la vue des géants en retraite provoqua un murmure dans la foule, en partie gratitude, en partie admiration, en partie tristesse à leur départ. Personne n'applaudit. Personne ne siffla. Cela aurait semblé inapproprié. Les pêcheurs la soulevèrent ensemble, la statue étonnamment lourde malgré le soulèvement de la marée. Leurs bottes s'enfoncèrent dans le sable humide tandis qu'ils la transportaient hors de portée des vagues. Un demi-cercle de spectateurs recula instinctivement, formant un anneau autour de l'endroit où les hommes déposèrent doucement la figure. Au centre, la statue se tenait comme elle l'avait fait dans l'eau, droite, inébranlable, les bras ouverts dans un geste silencieux de bienvenue. Des algues s'accrochaient à sa base, de minuscules coquillages encore solidement fixés. Des gouttelettes coulaient le long des plis de la robe comme de la rosée matinale. Samantha Torres s'agenouilla dans le sable, tendant la main mais s'arrêtant juste avant de toucher. Sa voix était à peine audible. Elle est parfaite. Personne ne parla pendant un long moment. Le seul son était l'océan qui respirait derrière eux et les souffles faibles et s'estompant des baleines loin au large. Cela ressemblait moins à la fin d'une arrivée qu'au début de quelque chose que personne ne comprenait encore. Une petite fille, les cheveux ébouriffés par le vent et les joues rouges, rompit le silence. Elle a réussi, dit-elle simplement. Son père la souleva dans ses bras, ses yeux ne quittant jamais la statue. Quelque part sur la falaise, l'ancienne cloche de la chapelle Saint-Matthieu commença à sonner, non pas en avertissement, mais en signe de bienvenue. Son ton profond et résonnant dévala la plage, se mêlant à l'odeur du sel et à la chaleur du soleil. Et là, sur cette portion de la côte de l'Oregon, les habitants de Seaview se tenaient côte à côte, liés par le souvenir des baleines, de la mer, et de la silhouette silencieuse reposant désormais en toute sécurité sur leur rivage. En fin d'après-midi, la statue avait été déplacée vers la salle communautaire, à seulement un pâté de maisons du port. L'eau salée s'accrochait encore à sa base, laissant de faibles anneaux blancs sur le plancher en bois en dessous. Les gens défilaient tranquillement, comme s'ils entraient dans un lieu de culte, chacun s'arrêtant pour l'examiner longuement avant de s'écarter pour le suivant. Il ne fallut pas longtemps pour que des questions surgissent. L'officier Dan Miller, toujours dans sa veste de patrouille portuaire, se tenait près de la porte avec un presse-papier. « Nous devrons tout enregistrer », dit-il à Martha Ramirez, qui s'attardait à l'entrée. Taille, poids, matériaux, juste au cas où cela serait lié à un rapport d'artefacts disparus. À l'intérieur, Bill Arkin, l'ancien plongeur de la marine, s'accroupit à la base de la statue. Il passa une main calleuse sur la pierre,
traçant les fines marques de ciseaux. Ce n'est pas un travail local, dit-il catégoriquement. Du marbre aussi pur? Pas des carrières de l'Oregon, ni même de Californie. Un murmure se répandit dans la pièce. Le révérend Callahan, debout à proximité, gardait ses mains jointes. Alors d'où? Bill haussa les épaules. D'Europe, peut-être. D'Italie. J'ai vu du marbre comme ça dans de vieilles cathédrales outre-mer, cela déclencha une vague de spéculation. Certains jurèrent avoir entendu parler d'un envoi de statues religieuses perdues en mer il y a des années. D'autres se rappelèrent des histoires d'ouragans emportant des artefacts d'églises côtières. De l'autre côté de la salle, Samantha Torres faisait défiler son téléphone. Elle avait déjà posté des photos sur un groupe Facebook local. Les commentaires affluaient, de l'affirmation qu'elle correspondait à une statue de la Nouvelle-Orléans détruite par une tempête à des suggestions folles qu'il s'agissait d'un signe du ciel. Les gardes-côtes ne signalent aucun rapport récent de cargaison manquante qui corresponde à cela, dit l'officier Miller, raccrochant son téléphone après un bref appel. Aucune église en Oregon ou à Washington n'a signalé de statue perdue. Je vérifie avec la Californie maintenant. De l'arrière, Walter Brigg prit la parole. J'ai pêché dans ces eaux la moitié de ma vie. Vous pouvez me dire que les courants apportent des rondins, des bouées, même l'occasionnel conteneur maritime, mais une statue de marbre d'1 mètre de haut se tenant droite dans la houle? Ce n'est pas de la dérive. Une vieille femme en châle fané s'avança. Madame Howard, l'une des plus anciennes résidentes de ceux, s'appuya sur sa canne. Mon père racontait une histoire, commença-t-elle, sa voix ferme malgré la tension, à propos d'une statue de Marie qui fut perdue dans un incendie à bord d'un navire au large des côtes il y a peut-être 70 ans. Les gens disaient que la mère l'avait gardée en sécurité jusqu'au bon moment. Personne ne rit. Même ceux qui doutaient sentirent le poids de son ton. Tard dans la journée, le docteur Helen Porter, historienne de l'art de Portland, arriva après 2 heures de route. Elle fit lentement le tour de la statue, ses doigts frôlant à peine l'air au-dessus de sa surface. Marbre de Carrare, dit-elle finalement. Et le style, début du XXe siècle, peut-être d'un atelier italien qui fournissait des églises en Amérique du Nord et du Sud. Elle sortit une petite lampe de poche, orientant le faisceau pour capter les détails fins. Voyez les marques d'outils ici? Ce n'est pas fait à la machine. C'est sculpté à la main. Le révérend Callahan posa la question en suspens. Aurait-elle pu être volée? Possible, répondit-elle. Mais si c'est le cas, il est étrange qu'il n'y ait pas de bulletin de police, et du marbre comme celui-ci? C'est cher à transporter. Quiconque l'a commandé avait des ressources. Pendant ce temps, la nouvelle s'était répandue au-delà de ceux. Une camionnette de presse locale s'arrêta dehors, l'équipe filmant à travers la porte ouverte. Des journalistes posaient des questions, d'où vient-elle? Restera-t-elle ici? Mais personne à l'intérieur n'avait de réponse. Cette nuit-là, la salle communautaire resta allumée bien après minuit. Les habitants se relayaient pour s'asseoir avec la statue, non pas comme des gardes, mais comme des témoins. Certains priaient à voix haute, d'autres se contentaient d'observer en silence. Aux petites heures, Jacques Coloulton passa après avoir sécurisé son bateau. Il s'appuya contre le mur, étudiant la figure dans la lumière tamisée. L'humidité avait presque séché de sa surface, mais les algues à sa base dégageaient encore la légère odeur saumâtre du Pacifique. Il pensa aux baleines, à la façon dont elles avaient bougé, à la précision de leurs mouvements, et sut que même si quelqu'un retrouvait l'histoire de la statue, il ne pourrait jamais expliquer cette partie-là. Le matin, les réponses aux enquêtes envoyées le long de la côte ouest Washington, Californie, et même l'Alaska étaient arrivées. Aucune correspondance. Un contact de l'archidiocèse de San Francisco confirma qu'aucune de leurs paroisses ne manquait une statue de cette description. Pourtant, les théories continuaient d'affluer. Graham Bell, le petit-fils du gardien de phare, partagea une image provenant d'archives maritimes montrant un navire perdu dans les années 1960 transportant une cargaison d'église de Vancouver au Chili. La photo était granuleuse, mais une caisse du manifeste listait « Figure sacrée marbre 3 pieds ». Aucun registre n'indiquait qu'elle ait jamais été récupérée. Certains s'accrochaient à l'idée que la réponse se trouvait dans d'anciens journaux de bord, des rapports d'épave ou des dons oubliés. D'autres, comme Walter et Madame Howard, croyaient tranquillement qu'aucune quantité de paperasserie ne pouvait expliquer pourquoi elle était arrivée ici maintenant, de cette manière. À la fin du 2e jour, l'officier Miller afficha un simple avis sur la porte de la salle. En attendant son identification, la statue restera à ceux sous la garde de la communauté.
Personne ne savait si cela signifiait des jours ou des années, mais quand la porte se refermait chaque nuit, l'air à l'intérieur conservait encore le mélange de sel et de pain, et le faible écho de la mer à l'extérieur, comme si l'océan lui-même veillait sur ce qu'il avait livré. Et ainsi le mystère perdura, enveloppé d'autant de silence que de marbre. La décision fut prise presque à l'unanimité. Si la statue devait rester à Seaview, elle serait accueillie comme il se doit, non pas comme une relique à enfermer, mais comme une invitée d'honneur, ayant traversé l'océan Pacifique sous la garde des baleines. Le matin de la procession, la ville se réveilla tôt. Depuis la falaise, la rue principale ressemblait à un ruban de couleurs s'étirant de la salle communautaire jusqu'au port. Des drapeaux claquaient au vent, les étoiles et les rayures, le drapeau de l'État de l'Oregon, et des bannières peintes à la main portant une simple figure blanche sur fond bleu. Dans la cuisine du Harbor View Diner, Martha Ramirez était levée avant l'aube, distribuant des gobelets de café aux bénévoles qui passaient. Elle avait épinglé une petite gerbe de fleurs sauvages à son tablier. Personne ne sortira sans avoir quelque chose à donner, dit-elle aux adolescents qui ramassaient des chaises pliantes. Au chantier naval, Jacques Colloulton aidait à fixer la plateforme qui allait porter la statue. Les charpentiers, 2 frères de la ville voisine, l'avaient construite avec des planches de cèdre, ses bords drapés de filets de pêche et décorés de coquillages, de bois flottés et de dahlias frais du marché fermier. L'air était vif, imprégné d'odeurs de goudron de pin et de sel marin. En milieu de matinée, les rues étaient bordées. Les familles se tenaient côte à côte, les enfants perchés sur les épaules de leurs parents, les téléphones prêts. Les touristes venus voir la statue des baleines se retrouvèrent emportés par le rythme de la ville, prenant des fleurs dans les paniers offerts par des inconnus souriants. Le révérend Callahan, dans ses vêtements blancs, menait la procession. D'une main, il portait un petit encensoir en laiton. La fumée de l'encens s'enroulait dans l'air vif de la côte. Derrière lui, les enfants de chœur de la chapelle Saint-Matthieu marchaient par 2, tenant de hautes bougies protégées par des cheminées de verre. Immédiatement derrière eux venait la plateforme. 4 des hommes les plus robustes de ce Jacques, Bill Arquin et les 2 frères charpentiers portaient le poids de la statue sur leurs épaules. Le marbre captait le soleil de fin de matinée, projetant une douce lueur sur leurs visages. À la base de la statue, quelqu'un avait déposé une couronne d'algues tressées et de lavande de mer. Le paysage sonore de la procession était différent de tout ce que la ville avait jamais entendu. Le chœur de l'église chantait des hymnes en anglais et en espagnol, leur voix portant sur le rythme régulier d'un seul tambour joué par Eli Carter, le pêcheur de crabes. De quelque part à l'arrière, un harmonica ajoutait un mince et doux filet de mélodie. Les fenêtres le long de la rue principale s'ouvraient largement. Les habitants se penchaient pour regarder la procession passer. Certains saluant, certains faisant le signe de croix, d'autres simplement immobiles. Un ancien combattant salua au passage de la statue, les yeux humides mais fermes. Lorsque la plateforme atteignit le port, la foule s'épaissit. Des bateaux flottaient à leurs amarres, leurs mâts ornés de drapeaux. L'odeur du sel et du diesel se mêlait au parfum des fleurs fraîchement coupées. Depuis le quai, Samantha Torres distribuait de petits bateaux en papier plié dans du parchemin. Écrivez un espoir, une prière, ce que vous voulez, disait-elle à quiconque en prenait un. Les gens gribouillaient rapidement des noms d'êtres chers, des vœux de voyage sûrs, des promesses qu'ils espéraient tenir, et laissaient tomber les bateaux dans l'eau où la marée les emportait en grappe. La plateforme fut déposée sur une large étendue de planches donnant sur l'océan. Le révérend Callahan s'avança, levant les mains pour demander le silence. La dernière note du chœur s'estompa, remplacée par l'appel lointain des mouettes. Nous ne savons pas encore d'où elle vient, dit-il, sa voix ferme mais chaleureuse. Mais nous savons où elle est maintenant, et elle est ici avec nous tous. Il se tourna, faisant face à la statue, et baissa la tête en prière. Autour de lui, la foule fit de même. Il n'y avait pas de hâte, pas d'agitation, juste le son de la mer contre les pilotis et le doux murmure de la voix du révérend. Lorsque la prière prit fin, les porteurs soulevèrent la statue une fois de plus et la portèrent le long de la pente douce jusqu'à la chapelle Saint-Matthieu. La route étroite avait été jonchée de pétales, roses, marguerites, fleurs sauvages, et chaque pas laissait un léger parfum dans l'air. Devant la chapelle, la porte était ouverte, la lumière du soleil se déversant sur les marches de pierre. Tandis que la statue franchissait le seuil, un changement soudain envahit la scène, la brise changea de direction, portant le plus léger parfum d'eau salée dans la nef. Les bougies le long de l'allée vacillèrent à l'unisson, bien que personne ne sentît de courant d'air. Une fois la statue placée sur son piédestal préparé, une vague de soulagement traversa la foule, comme si le voyage, qui avait commencé quelque part bien au-delà de leur rivage,
avait enfin trouvé son lieu de repos. Dans le silence qui suivit, la voix d'un petit garçon s'éleva clairement de l'arrière. Les baleines reviendront-elles? Quelques personnes sourirent. D'autres jetèrent un coup d'œil vers la porte ouverte, où l'horizon brillait vivement contre la mer. Personne ne répondit, et peut-être aucune réponse n'était-elle nécessaire. Dans les jours qui suivirent l'installation de la statue à la chapelle Saint-Matthieu, ce se sentit différente. Ce n'était pas le genre de changement que l'on peut mesurer avec des chiffres ou des graphiques. C'était dans la manière dont les gens s'attardaient plus longtemps sur la promenade, dans la façon dont les conversations s'adoucissaient, et comment les étrangers repartaient avec des sourires qui n'étaient pas là auparavant. Le 3e matin, Jacques Colton rentra d'une partie de pêche avec son équipage bien plus tôt que prévu. Le pont du chalutier était lourd de flétans, le genre de prise pour laquelle il devait d'habitude travailler toute la journée. Les filets étaient pleins en 2 fois moins de temps, raconta-t-il à Walter Brigg, qui le rencontra au quai. Et ils étaient propres. Pas de mailles déchirées, pas de prise gaspillée. C'est comme si les poissons avaient nagé directement dedans. La nouvelle se répandit rapidement, et bientôt d'autres capitaines rapportaient la même chose. L'eau à l'extérieur du port semblait inhabituellement calme, même lorsque les prévisions annonçaient du clapotis. Ce n'est pas juste de la chance, dit Ellie Carter un soir au restaurant. On dirait qu'on prend soin de nous. Tous les changements ne venaient pas de la mer. Dans une rue tranquille à l'extrémité nord de la ville, Madame Lillian Hart, alitée depuis des mois à cause d'une arthrite invalidante, demanda à sa fille de la conduire en fauteuil roulant à la chapelle. Elle resta assise devant la statue pendant près d'1 heure, les mains jointes, murmurant des prières si douces qu'elles se confondaient avec le son des bougies qui vacillaient. Lorsque sa fille se pencha pour la soulever pour la remettre dans son fauteuil roulant, Lillian la surprit en se levant seule. « Aide-moi à marcher », dit-elle simplement. Au moment où elles atteignirent la porte de la chapelle, elle marchait sans soutien. « Ça ne fait pas mal », répétait-elle, les larmes coulant librement. 2 jours plus tard, dans la cuisine exiguë du Harbor View Diner, Martha Ramirez se retrouva à fixer le réfrigérateur. Pendant des mois, il avait été peu fiable, le compresseur tombant en panne au pire moment. Ce matin-là, quand elle l'ouvrit, le moteur ronronna comme neuf. Aucune réparation, aucune pièce remplacée. Elle rit, secouant la tête, et dit à haute voix à personne en particulier, « On dirait que tu t'occupes aussi des petites choses, hein ?» Un soir, Samantha Torres fermait sa boutique de location de kayak lorsqu'elle vit un homme debout près du rivage, contemplant les lumières du port. Ses vêtements étaient usés, son visage marqué par la fatigue. Elle le reconnut de la ville, un vétéran qui dormait dans son camion depuis des semaines. Sans réfléchir, elle l'invita à l'intérieur, lui prépara du thé. Ils parlèrent bien après minuit. Le lendemain matin, Samantha avait appelé une amie propriétaire d'un petit appartement au-dessus de l'épicerie. L'endroit était vacant. Le vétéran emménagea cet après-midi-là. « Je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté à votre boutique, » lui dit-il. Mais quelque chose me l'a dit. Même les enfants semblaient touchés par ce qui se passait. À l'école primaire de Seux, une rivalité de longue date entre 2 groupes d'élèves s'est dissoute après que les enfants eurent été emmenés à la chapelle pour une excursion. L'une des enseignantes, Miss Alvarez, dit qu'elle avait entendu un garçon dire à un autre « On dirait qu'elle veut que nous soyons amis ». L'autre garçon se contenta de hocher la tête. Le moment le plus discuté survint lors d'une tempête de fin septembre. Le service météorologique avait émis des avis aux petites embarcations, et le ciel s'était teinté d'un gris ardoise menaçant. Les vagues commençaient à monter, s'écrasant contre la digue. Les pêcheurs attachèrent leurs bateaux, s'attendant à des dégâts le matin. Mais au plus fort de la tempête, plusieurs habitants jurèrent avoir vu quelque chose d'impossible. La mer juste au-delà de l'embouchure du port sembla s'aplatir, comme si un mur invisible retenait le pire des houles. À l'aube, la tempête était passée, laissant le port intact. Pas une seule amarre n'a cédé, rapporta Walter, secouant la tête, incrédule. À l'intérieur de la chapelle, la statue se tenait comme toujours, calme, inébranlable, avec une légère pellicule d'humidité sur le marbre, bien que personne ne puisse l'expliquer. Une semaine plus tard, le révérend reçut une lettre d'une femme d'Astoria qui avait visité Seux après avoir lu l'histoire de la statue en ligne. Elle y décrivait son arrivée en ville, écrasée de chagrin par la perte de son fils. Je me suis assise devant elle pendant longtemps, lisait la lettre. Quand je suis partie, je ne me sentais pas guérie, mais je me sentais plus légère, comme si quelqu'un avait pris une partie du poids et promis de le porter pour moi. Tous n'appelaient pas ces événements des miracles.
certains préféraient des mots comme coïncidence ou bonne fortune. Mais dans les cafés, sur les quais et dans les conversations discrètes des cuisines, les gens en parlaient avec le même ton, un mélange d'admiration et de gratitude. Un soir, alors que le soleil d'automne descendait bas et peignait le port de nuances dorées, le révérend Callahan verrouilla les portes de la chapelle et emprunta le court chemin menant à la falaise. De là, il pouvait voir l'océan Pacifique ouvert, sa surface calme et infinie. Quelque part au large, les baleines qui avaient apporté la statue continuaient leur chemin, invisibles. Il pensa aux pêcheurs rentrant tôt avec des filets pleins, à l'arthrite guérie, à la tempête qui ne les avait jamais atteints, et aux petits moments privés qu'aucun journal ne rapporterait jamais. Sur la plage, un groupe d'enfants jouait dans le sable, construisant un château face à l'horizon. L'une d'entre eux, une petite fille aux cheveux noués en deux tresses inégales, se leva et désigna l'eau. « Elle regarde toujours », dit la fille. Personne ne pouvait le prouver. Mais à ce, la preuve était devenue moins importante que le sentiment, la certitude, dans les moments de calme, que quelque chose avait changé lorsque les baleines avaient livré leur cadeau silencieux. La ville ne l'appelait pas un miracle parce qu'elle avait besoin de croire à la magie. Elle l'appelait un miracle parce que cela les avait fait croire à nouveau les uns aux autres. Des mois passèrent, et la statue devint partie intégrante du rythme quotidien de ceux. Elle n'était pas cachée derrière une vitre ou gardée par des cordes. N'importe qui pouvait entrer dans la chapelle Saint-Matthieu, s'asseoir dans le calme et contempler ce visage de marbre serein. Certains venaient prier, d'autres juste pour respirer le silence. En hiver, des visiteurs arrivaient de partout, certains d'aussi loin que la côte est. Ils avaient entendu parler des baleines, de l'escorte, du mystérieux voyage à travers le Pacifique. Les familles locales commencèrent à ouvrir leurs maisons aux voyageurs lorsque la petite auberge fut pleine. Il ne s'agissait pas de profit. Il s'agissait de partager ce qui avait été donné. Jacques Colton le remarqua surtout dans la façon dont les gens se traitaient. Avant, dit-il à Walter Brigg un après-midi en réparant des filets, les gens restaient entre eux. Maintenant, si le camion de quelqu'un ne démarre pas, 3 personnes se présentent avant même que vous n'ayez appelé à l'aide. Walter hocha la tête, ses mains travaillant la corde. C'est comme si la marée avait tourné, et nous nous déplaçons tous avec elle. Le conseil municipal vota pour faire du jour de l'arrivée de la statue une célébration annuelle, non seulement pour les religieux, mais pour tout le monde. Ils l'appelèrent la journée du port, un moment pour honorer à la fois la mer et les cadeaux inattendus qu'elle pouvait apporter. Chaque année à cette date, les bateaux du port sonneraient leurs cornes à l'unisson, et des fleurs seraient jetées à l'eau en signe de remerciement. Dans la bibliothèque de l'école, Miss Alvarez ajouta une nouvelle tradition. Chaque printemps, elle demandait à ses élèves d'écrire des essais sur « la chose la plus importante qui leur ait été donnée ». Plus de la moitié des rédactions parlaient de la statue, non pour sa beauté, mais pour ce qu'elle représentait, la gentillesse, la protection et le rappel qu'ils appartenaient à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Les touristes venaient parfois s'attendant à un spectacle. Ils repartaient surpris par quelque chose de plus calme. Une femme de Chicago l'a le mieux décrit, ce n'est pas la statue qui m'a ému. C'est le sentiment dans la pièce. Comme si tout le monde là-dedans, quelle que soit la raison de leur venue, faisait partie de la même histoire. Les baleines ne furent plus jamais revues sous une telle formation. Bien que les pêcheurs en aperçoivent parfois une ou deux au large de la côte, faisant brièvement surface avant de disparaître dans les profondeurs. Pour les habitants de Seaview, c'était suffisant. Ils croyaient que les gardiens avaient fait leur travail et étaient retournés sur leurs vastes chemins invisibles. Par une nuit de janvier orageuse, Martha Ramirez ferma son restaurant plus tôt et se rendit à la chapelle. La pluie tambourinait sur le toit. Le vent secouait les vieilles portes en bois, mais à l'intérieur, c'était calme. Elle s'assit dans le deuxième banc, au même endroit où elle se trouvait le matin de la procession, et réalisa qu'en tous ces mois, la statue n'avait pas changé. Mais elle, si. Avant, je pensais que la foi n'était que pour les dimanches, raconta-t-elle à une amie plus tard. Maintenant, je vois qu'elle est dans chaque petite chose que nous faisons les uns pour les autres. Toutes les histoires ne se liaient pas parfaitement. L'origine de la statue restait un mystère. Aucun manifeste, aucun registre, aucun récit de survivants n'avait émergé pour expliquer comment elle avait abouti sur le chemin de ces baleines. Mais l'absence de réponse ne troublait plus la ville. Le révérend Callahan l'a dit simplement un dimanche, parfois, la question elle-même est le cadeau. Elle nous pousse à regarder au-delà de nous-mêmes. La cloche du port, autrefois sonnée principalement pour les avertissements météorologiques, était maintenant entendue pour les mariages, pour les retours sains et saufs de longs voyages, et occasionnellement simplement parce que quelqu'un avait envie de remercier.
Le son portait jusqu'à la mer puis revenait à terre avec le vent. Un rappel, comme aimait le dire Walter, que rien de ce que nous envoyons dans le monde ne disparaît jamais vraiment. Le jour du premier anniversaire de l'arrivée, les portes de la chapelle restèrent ouvertes du lever au coucher du soleil. Les gens entraient et sortaient, laissant des fleurs, des photographies et des notes manuscrites à la base de la statue. Certains ne restaient que quelques minutes. D'autres s'attardaient des heures, observant la lumière changer sur le marbre au fil de la journée. Au crépuscule, le sol autour du piédestal était un patchwork d'offrandes, des coquillages de plages lointaines, des pièces de monnaie d'autres pays, même un bateau en papier plié qui disait simplement « merci ». Ce soir-là, alors que le soleil se couchait dans un flamboyant éclat d'orange et de cramoisi, la vue depuis la falaise était celle d'une ville rassemblée en une seule silhouette. Famille, amis et inconnus se tenant côte à côte, les visages tournés vers l'horizon. Personne ne parlait, pourtant le silence était plein. À ce, l'escorte des baleines n'était plus seulement une histoire incroyable. Elle était devenue un héritage vivant, un legs mesuré non pas en marbre ou en mythe, mais dans la façon dont les gens se conduisaient. Ils travaillaient un peu plus dur les uns pour les autres. Ils écoutaient un peu plus longtemps. Et quand la mer appelait par le fracas des vagues et l'éclair d'une queue lointaine au large, ils répondaient avec gratitude. La statue resterait, peut-être pour des générations, un témoin silencieux de la vérité qu'ils étaient venus comprendre, que la foi ne réside pas seulement dans les grands moments inexplicables, mais dans les choix silencieux faits chaque jour. Alors, si vous vous trouvez au bord du Pacifique à Seaview, et que le vent sent le sel et le cèdre, et que vous entendez la cloche rouler sur l'eau, vous saurez que c'est un endroit où quelque chose d'extraordinaire s'est produit et où cela résonne encore doucement dans le cœur de tous ceux qui étaient là. Et si vous croyez que des histoires comme celle-ci comptent encore, que la foi peut façonner la façon dont nous vivons et aimons, alors ne la laissez pas simplement s'éloigner. Comme cette vidéo, partagez-la, et abonnez-vous à Touched by Grace pour plus d'histoires qui maintiennent la lumière de l'espoir allumée.